Dominique Dezonnet. Amis organismes génétiquement modifiés, bonjour, on plaisante, mais ravi de vous retrouver pour autour de la question qui s'intéresse aujourd'hui aux OGM en général et aux plantes transgéniques en particulier. Un organisme génétiquement modifié, c'est quoi ? De toute évidence, c'est avant tout un organisme vivant, un animal, un végétal, une bactérie, une levure dont on a modifié le patrimoine génétique en agissant sur un ensemble de gènes afin de lui donner une caractéristique nouvelle. La technique a un nom, la transgénèse. Elle permet de transférer des gènes entre des espèces, même très différentes, et s'est développé considérablement ces 30 dernières années. Depuis 1983, date à laquelle un plant de tabac a été génétiquement modifié pour résister à un antibiotique, les OGM sont partout dans les laboratoires et même jusque dans nos assiettes. L'agriculture les utilisant massivement. Ainsi, la surface des cultures de plantes génétiquement modifiées, nommées PGM dans ce cas, est passée de presque rien en 1996 à 160 millions d'hectares dans le monde aujourd'hui, soit 1/10 des cultures totales. La grande majorité de ces PGM est résistante aux herbicides ou aux insectes destructeurs. Pour autant, dès le début de leur utilisation en agriculture, les plantes transgéniques ont suscité de nombreuses questions. Permettent-elles de disposer de produits moins coûteux, de meilleure qualité, de meilleur goût, se conservant mieux, bénéfiques pour la santé ou pour l'environnement? Des questions auxquelles les multinationales de biotechnologie ne répondent jamais, et leur stratégie de développement et de diffusion des OGM a permis que l'on ne se pose plus de questions. À qui profitent les OGM, se demande dans son dernier ouvrage publié aux éditions du CNRS Jacques Testard, directeur de recherche à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, connu aussi comme le père scientifique du premier bébé éprouvette français, Amandine. C'était en 1982. Jacques Testard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de recherche honoraire à l'INSERM et aussi à la Fondation Sciences Citoyennes. Et c'est après des recherches sur les conditions physiologiques de la fécondité chez l'animal d'abord, puis chez l'homme. C'est grâce à vous et grâce à vos travaux de biologiste que naît en 1982 Amandine, issue de la première fécondation in vitro en France. Mais très tôt, vous estimez que la bio-ingénierie et la recherche en génétique se trouvent assujetties à un libéralisme, alors là, pour le coup, vraiment sauvage, et complètement dépourvu d'éthique. À qui profitent les OGM aux éditions du CNRS? C'est votre dernier ouvrage qui explique pourquoi les plantes transgéniques n'ont pas tenu toutes leurs promesses en termes d'efficacité et de progrès. En fait, on nous promettait presque la Lune et on n'a pas trouvé la Lune dans nos assiettes. Ben oui, on peut dire ça comme ça, oui. J'aime bien prendre l'exemple du dernier album de Tintin qui s'appelle Tintin et les oranges bleues, et dans lequel le professeur Tournesol, donc le savant un peu fou, fait un discours, fait une conférence de presse, il convoque les journalistes au château de Moulinsart, et il dit, messieurs, dans, je sais plus combien il dit, 10 ans ou dans 20 ans, on fera pousser dans le désert, alors il cite un tas de trucs, et même des oranges bleues. Et je trouve ce discours, c'est tout à fait celui que nous tiennent les industriels. C'est-à-dire, plus tard, on fera des miracles. En attendant, il faut les juger sur ce qu'ils sont capables de faire, et pour le moment, c'est loin d'être des miracles. Alors Jacques Testard, on va commencer par une petite définition, la vôtre. Qu'est-ce qu'un OGM exactement ? Vous l'avez dit dans la présentation, c'est, comme son nom l'indique, un organisme génétiquement modifié, c'est-à-dire végétal, animal ou bactérie, dans lequel on a introduit un ou plusieurs gènes qui vont s'ajouter au génome et lui donner des propriétés nouvelles que n'avait pas cet organisme auparavant. Et il y a plusieurs types d'OGM en fonction de l'organisme dans lequel on introduit ces gènes, et du but aussi. Donc, celle dont on va parler, c'est les plantes génétiquement modifiées, que j'appelle familièrement PGM. Bon, celles-là, de mon point de vue, n'ont aucune utilité pour les consommateurs, c'est de ça qu'on va parler. Mais il y a des PGM qu'on peut considérer utiles. Il y a des animaux de laboratoire qui permettent de faire des expériences, c'est-à-dire que c'est des modèles. Si on met un gène humain d'une maladie dans une souris, la souris va avoir une maladie qui ressemble à celle de l'humain, donc on peut essayer des traitements. Bon. Et puis, il y a les OGM qui sont unicellulaires, qui sont des bactéries, des levures, ou des cellules animales, ou des cellules végétales, qu'on cultive dans des enceintes qu'on appelle des fermenteurs,
après les avoir modifiés, et dont le but là, c'est de produire des molécules utiles. Alors c'est le plus souvent des médicaments, mais ça peut être des molécules industrielles, ça peut être un peu n'importe quoi. Autrement dit, on a là des machines vivantes à produire. Évidemment, ces OGM, les deux types dont je viens de parler, les animaux de labo et les unicellulaires en fermenteurs, sont enfermés et très donc ils s'échapperont pas. Ils s'échapperont pas dans la nature. Bon, on les contrôle. Voilà, on les maîtrise. On contrôle énormément. Alors un accident est toujours possible, mais en général avec ce qu'on fait sur ces OGM, ça devrait pas avoir des conséquences graves. Donc c'est évidemment tout le contraire pour les PGM, puisque ces plantes ont pour fonction d'être cultivées dans les champs. Et comme elles ne sont pas complètement expérimentées en laboratoire, finalement, la paillasse du laboratoire se retrouve dans le champ. C'est le champ qui sert de paillasse. Le champ, ça veut dire que c'est un milieu ouvert et que ça dissémine n'importe comment. Ça, bon. Et là, attention danger, parce que là, on n'a pas du tout de recul par rapport aux cultures OGM. On dira qu'on a 20 ans de recul de culture, c'est pas faux. Mais ça veut dire quoi? En 20 ans de recul, on s'est quand même aperçu que ça sert toujours à rien pour les consommateurs. Alors Jacques Testard, c'est une véritable industrie de la plante transgénique qui s'est mise en place sur la planète depuis une trentaine d'années. Le constat dans votre livre d'ailleurs à qui profitent les OGM est consternant. Les chercheurs travailleraient en priorité pour les intérêts de grandes firmes agro-industrielles. C'est pas seulement, oui, c'est pour les intérêts, mais tous les labos reçoivent des subsides, mais c'est pas seulement sur les OGM. Dans tous les sujets, aujourd'hui, la recherche un peu finalisée est subventionnée par des industriels. Donc, moi, je trouve ça choquant, mais c'est pas particulier aux OGM. Et les chercheurs ne sont pas obligés de travailler là-dessus. C'est aussi, par exemple, à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, il y a une idéologie qui commence à tomber un peu, mais enfin qui a vécu pendant très longtemps avec l'idée que l'avenir de l'agriculture, c'était les plantes transgéniques. Donc il y a, si vous voulez, un accord, une complicité avec les industriels qui ont leur intérêt là-dedans pour fabriquer des plantes transgéniques. Mais l'INRA fabrique pas tellement de plantes transgéniques. Mais étudie. Elle étudie, elle cherche à comprendre. Alors, il y a la plus connue de ces firmes, Monsanto. Monsanto serait le nouveau Satan pour les anti-OGM. Oui, il faut pas réduire à un seul, c'est le plus gros. C'est le plus gros et c'est celui pour lequel on a le plus d'exemples de comportements scandaleux. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a une dizaine de grosses multinationales qui se partagent le gâteau, parce que c'est un vrai gâteau pour eux. Il faut comprendre que quand Monsanto ou un autre fabrique une plante qui tolère un herbicide, donc on pourra balancer des tonnes d'herbicides, beaucoup plus qu'on en met naturellement dans un champ. L'astuce, c'est que c'est le même Monsanto qui fabrique la plante et qui fabrique l'herbicide. Donc il gagne sur deux tableaux. Alors, en menant des enquêtes de terrain parmi les paysans en Inde, au Mexique, au Paraguay, la réalisatrice Marie-Monique Robin a reconstitué en fait la genèse de cet empire industriel, devenu l'un des premiers semenciers de la planète. Son documentaire s'appelle Le Monde selon Monsanto. Il décrit en fait un projet hégémonique qui menace la sécurité alimentaire du monde, mais aussi qui traite également des brevets sur le vivant quand les gènes des plantes font l'objet de droits d'auteur et force les cultivateurs à renoncer à leur activité et les condamne sûrement à la misère. Les OGM sont protégés par la loi américaine sur les brevets. C'est pourquoi je n'ai pas le droit de garder des graines pour les replanter l'année suivante. C'est une protection pour Monsanto et les sociétés de la biotechnologie, parce qu'elles ont investi des millions et des millions de dollars pour créer cette nouvelle technologie. Notre histoire a commencé en 1999. Un gentleman, et ce terme n'est pas très approprié, s'est présenté sur l'exploitation de mes parents. Il disait être un détective privé engagé par Monsanto. Il faisait une enquête sur les agriculteurs suspectés d'avoir gardé une partie de leurs semences. Il nous a demandé directement si c'était notre cas. Nous avons répondu que non en lui montrant les factures de nos achats d'herbicides et de graines. On lui a même indiqué les adresses des négociants pour qu'il aille vérifier lui-même, mais il a décliné notre proposition. Suite à cet incident, Monsanto a attaqué notre famille en justice. Monsanto a fourni des documents qui étaient censés être des analyses d'échantillons prélevés sur notre ferme.
Pour obtenir ces échantillons, Monsanto avait dû entrer sur nos terres, sans notre autorisation, et donc les voler. Je me souviens que cette année-là, nous avions planté 200 hectares de soja Roundup Ready. C'était un contrat que nous avions avec un semencier pour multiplier des semences. Le contrat était très précis puisqu'il indiquait les champs dans lesquels nous allions semer. C'était facile à vérifier et tout le monde le savait. Au bout de 2 ans et demi, la famille était totalement détruite à cause du stress. Leur action menaçait le travail de 5 générations. Si Monsanto avait gagné, nous aurions tout perdu parce qu'ils auraient tout pris. Tout. Autour de les questions à qui profitent les OGM, donc clairement, selon la réalisatrice Marie-Monique Robin, dans le documentaire Le Monde selon Monsanto, les OGM profitent en premier lieu bien aux firmes et aux multinationales, Jacques Testard, et ce au détriment quand même du consommateur qui se fait berner en fait aussi par un discours bien huilé des pourvoyeurs d'OGM. Ben oui, c'est un discours de la promesse toujours. Donc il y a quelques mensonges sur les réalités. Par exemple, on laisse entendre que ça augmenterait la productivité des plantes. Bon, là-dessus on peut discuter largement, mais c'est essentiellement le discours de la promesse, c'est-à-dire que grâce aux OGM, on va cultiver des plantes dans le désert, dans les terrains salés, on va faire des bananes qui seront aussi des vaccins, on va faire du riz qui aura plein de vitamine A. Bon, c'est des trucs qu'on entend depuis 20 ans, qui sont colportés par des scientifiques aussi. Et mais là, on est dans l'idéologie, on est dans la religion, parce que tout ça n'a aucune réalité pour le moment. Ce qui est remarquable, c'est comment les gens, y compris des scientifiques qui colportent ces idées que les plantes transgéniques c'est l'avenir, si on reprend l'exemple des insectes, ben en fait les insectes ils s'habituent très vite, ils se multiplient, il y a des mutants, et comme l'avait dit Darwin, l'évolution c'est des mutations qui sont sélectionnées et qui font des individus nouveaux qui vont recréer des colonies, et c'est ce qui arrive au bout de 3-4 ans. Il faudra de nouveau inventer... C'est-à-dire, au bout de 3-4 ans, il faudrait inventer un autre insecte. Mais on n'a pas une ressource terrible de gènes qu'on pourrait mettre. Et c'est la même chose pour les herbicides. Les plantes qui tolèrent un herbicide, on en met tellement que ça tue presque tout, mais il y a de temps en temps une plante qui tient le coup, et qui se multiplie, qui fait des petits, et ces plantes-là, on n'a plus aucun herbicide. Donc il faut savoir que dans la moitié aujourd'hui des territoires américains, nord-américains, dans lesquels on cultive de telles plantes qui tolèrent un herbicide, il y a des plantes résistantes. La moitié des territoires, pour lesquels on ne peut plus rien faire. Et la question s'intéresse aujourd'hui aux OGM, en particulier aux plantes transgéniques, en compagnie de Jacques Testard. À qui profitent les OGM? Et le titre de son dernier ouvrage, publié aux éditions du CNRS. Jacques Testard, par exemple, si une plante est modifiée pour résister à un insecte, consomme-t-on aussi l'insecticide en mangeant cette plante? Ben oui, l'insecticide ou bien ces produits de dégradation, forcément, parce que la plante en produit énormément. Vous savez, toutes les plantes fabriquent des insecticides pour se défendre dans la nature, mais elles en font en petite quantité. Mais là, évidemment, comme elle a un gène qui l'aide, qui la pousse à produire davantage, elle en fait des tonnes. Et il y a des chercheurs qui ont montré que c'est à peu près 10 000 fois plus que ce que le paysan mettrait sur le champ. Donc il y en a plein, et il en reste dans la plante. Et pour répondre à votre question, quand on mange la plante, on mange forcément l'insecticide plus ou moins dégradé, parce qu'il reste pas tel quel, mais on sait pas grand-chose de ça. Et c'est là que les expérimentations manquent. C'est qu'est-ce qui se passe avec les animaux, bien sûr, pas avec les gens. Qu'est-ce qui se passe quand on donne pendant très longtemps ce type de plante à manger? Alors il y a aussi des plantes génétiquement modifiées qui sont résistantes à des antibiotiques. Alors là, j'aimerais comprendre pourquoi on les a fait résistantes. Non, c'est pas ça. Elles ont presque toutes un gène de résistance, c'est un outil. C'est-à-dire que quand on fait une construction génétique, quand on met pas un seul gène dans une plante, on met une construction dans laquelle il y a le gène utile, et puis il y a des trucs pour l'amplifier, pour terminer la lecture du gène, tout ça, et puis il y a un révélateur pour savoir si ce gène a bien été absorbé par la plante. Parce qu'on injecte, on bombarde, c'est un truc, contrairement à ce qu'on fait croire, c'est pas maîtrisé du tout. On bombarde un peu au hasard, et après on regarde. Et on la transformation, on sélectionne les plantes qui ont absorbé le truc. Et pour les sélectionner, le plus simple, effectivement, c'était de mettre un gène de résistance aux antibiotiques et on balance sur la culture des plantes l'antibiotique. Celle qui meurt pas, c'est celle qu'on gène.
Mais ce gène, il va rester évidemment. Et il y a eu des débats là-dessus. Alors, ceux qui fabriquent ces plantes transgéniques disent que c'est pas grave parce que c'est un antibiotique qui est quasiment pas utilisé en médecine. Mais c'est pas tout à fait vrai. Il est relativement utilisé. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de classes d'antibiotiques. Exactement. À Donc, l'infini. oui, absolument. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Alors, et si on les absorbe, qu'est-ce qui se passe? Cette résistance est transmissible par hasard au règne animal? On risque surtout de faire que des bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Et ça, c'est très embêtant parce qu'il parce qu'on n'a plus beaucoup d'antibiotiques, effectivement. Exactement. Oui. Autour de la question à qui profitent les OGM et comment s'assurer de l'innocuité des plantes transgéniques, allons-nous vers une dissémination aussi des cultures OGM, vers des cultures biologiques ou conventionnelles? Quelle procédure d'évaluation du risque pour l'environnement des cultures de plantes transgéniques? Y a-t-il une menace pour la biodiversité? Nous le saurons dans quelques minutes, juste après les infos, avec Jacques Testard à propos de son livre « À qui profitent les OGM » paru aux éditions du CNRS.